Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur les deux matchs de pré-saison qu'on a fait face aux Houston Rockets. Et c'est vrai que ça fait bizarre de refaire des vidéos comme ça où on parle et on analyse de ce qui se passe sur le parquet, hein. Ça faisait quand même 9 mois et un jour que les Bulls n'avaient pas joué. Ça s'est un peu vu quand même, notamment sur le premier match. Donc beaucoup de positifs et de négatifs, hein. On va faire le point sur tout ça de manière collective dans un premier temps et ensuite je vais revenir sur les individualités. Mais c'est vrai que le premier match, l'entame notamment, a été assez compliqué. Euh, on a vu quelques plans de jeu offensifs, quelques schémas où voilà, c'est ce que Donovan expliquait en conférence de presse, c'est les choses sur lesquelles on bossait avec Wendell Carter, tête de raquette, qui jouait les hand-off, qui jouait les pick and roll, les pick and pop, avec Kobe White balle en main qui essayait de créer beaucoup de choses. Mais c'était encore trop, comment dire, intermittent, c'était pas très régulier et dès que c'était contrecarré par la défense des Rockets, on repartait sur du jeu un petit peu trop statique où il n'y avait pas beaucoup de mouvement pour aider le porteur de balle. Et notamment dans le deuxième quart-temps, on a souvent vu Zach LaVine prendre le scoring en main de manière individuelle où t'attendais que ce soit lui qui fasse les différences parce que autour ça bougeait pas encore trop, c'était pas encore très au point. Et puis voilà, avec Houston qui a démarré de manière tonitruante, qui nous a pris de vitesse, qui nous a battu dans un petit peu tous les secteurs, en puissance, au rebond, etc. T'as l'impression qu'on a eu beaucoup de mal à se mettre en jambes et se mettre en rythme dans ce match-là. C'était un peu mieux par la suite. On a eu un run dans le troisième quart-temps où on a pas mal réduit l'écart, on est un peu revenu. Et puis après, vers la fin, les minutes passaient et tu sentais que la fatigue. Et puis on a moins joué les titulaires sur la deuxième mi-temps. Otto Porter et Wendell Carter n'ont pas du tout joué en deuxième mi-temps, par exemple. Et du coup, Houston a gardé un écart conséquent. Et puis à la fin, tu fais jouer un peu plus les réservistes, les remplaçants, etc. Notamment Noah Vonleh qui s'est beaucoup montré. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été, voilà, dès l'entame, tu sentais que même s'il y avait cette volonté, en tout cas offensivement, de faire mieux, ça a été assez vite limité et on est un petit peu retombé dans nos travers. Et par contre, défensivement, on n'y a pas été du tout sur ce premier match. On était systématiquement battu. On a laissé Houston faire un petit peu ce qu'il voulait avec un John Wall qui a été excellent. Très très fort John Wall, qui est toujours aussi rapide, qui a pris Kobe White en post-up, en puissance, il l'a joué aussi, donc il lui a fait un petit peu la misère. Cousins pareil, avec Wendell Carter qui hésitait parfois, souvent même, à ressortir sur lui pour défendre. Il l'a laissé totalement seul à 3 points. Résultat, Cousins, il s'est régalé. D'ailleurs, les Rockets ont pilonné à 3 points comme si leur vie en dépendait, hein. C'est leur jeu, on sait que c'est leur jeu. Même sans James Harden, tu sais que Houston, s'ils prennent feu à 3 points, bon voilà, t'as quand même pas beaucoup de chance. Les mecs ont mis 24 paniers à 3 points sur ce premier match, sur quelque chose comme 52 shoots. 24 sur 52 à 3 points, donc t'es à 46-47% à peu près. Donc voilà, quand tu fais pas les ajustements défensifs pour ça, tu sais que tu vas morfler. Et ça a été beaucoup mieux au deuxième match. Et c'est vrai que Billy Donovan, après le premier match, avait dit je suis même content qu'on se soit fait botter le cul. Et maintenant, la question, ça va être comment on va réagir à ça, comment on va s'adapter, s'ajuster pour le deuxième match face à cette même équipe. Et c'est vrai qu'il y a eu une réponse à ce niveau-là. Dès l'entame du deuxième match, les Bulls ont semblé beaucoup plus agressifs, beaucoup plus en rythme. Comme si voilà, il fallait enlever un petit peu, tu vois, se dérouiller au premier match et maintenant voilà, ça y est, on est un petit peu plus dans le rythme avec un deuxième match en 3 jours. Tu vois, tu prends un peu plus au niveau de la condition physique, etc. Et puis même d'enchaîner un peu plus, quoi. Tu es dans le rythme. Et on a vu ça beaucoup plus sur le deuxième match avec des ajustements défensifs où tu ressors pour empêcher les shooters à 3 points d'être totalement libres. Tu viens au moins contester les shoots, même si c'était pas non plus toujours brillant ni toujours fait. C'était quand même plus, comment dire, plus régulièrement exécuté. Donc moins de bons shoots pour Houston qui a beaucoup plus arrosé à 3 points. Donc ça aide aussi, hein. Cette fois-ci, ils n'ont mis que 12 paniers à 3 points sur 47. Donc voilà, ça fait tout de suite une différence beaucoup plus acceptable. Et puis offensivement, on a beaucoup plus exécuté, on a vu beaucoup plus de séquences
sur le deuxième match où on a vraiment exécuté le plan de jeu qu'on veut mettre en place pour la suite avec voilà, Wendell en tête de raquette, avec Kobe White qui a beaucoup de ballons pour créer des pick and roll, etc. Beaucoup d'exécution et d'aide aux porteurs de ballon avec du mouvement à l'opposé, des cuts. Voilà, on en avait vu un peu au premier match, mais ça avait tendance à disparaître assez vite. Sur le deuxième match, ça a été beaucoup plus fréquent et il y a eu moins de périodes comme ça où on dépendait de Lavine pour le scoring ou tu vois, de manière individuelle pour faire des différences. Donc ça a été un peu plus fluide au deuxième mi-temps, dans le deuxième match et dans la deuxième mi-temps. Ce qui a permis aussi de se dire, bon bah voilà, on progresse petit à petit, il y a des choses à noter à ce niveau-là qui sont intéressantes. Donc à voir sur les deux prochains matchs, à Oklahoma cette nuit et encore à Oklahoma dans la nuit de vendredi à samedi, en espérant que voilà, ça continue de monter crescendo à ce niveau-là au niveau de l'exécution des systèmes, même si encore une fois c'était compliqué avec les absences parce que dès le premier match, Tadeusz Young était absent pour une infection dans le bas de la jambe gauche. Pas trop ce que ça peut vouloir signifier, c'est un petit peu étrange, mais toujours est-il qu'il a loupé ces deux matchs-là et qu'il n'est pas du voyage à Oklahoma, donc il ne devrait pas du tout jouer de la pré-saison, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas trop quelle place il va avoir dans la rotation du coup. Ça va se faire pendant la saison régulière. Thomas Satoransky, lui, n'a joué que le premier match et il a été excellent d'ailleurs. Il a été très 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 bon. J'ai beaucoup aimé ses apparitions et je l'ai pas mal dit dans d'autres vidéos précédemment en disant que Satoransky c'est un de ces joueurs dont la progression, enfin c'est pas vraiment une progression, mais avec des systèmes adaptés et voilà un jeu qui lui correspond plus, il doit montrer plus. Et c'est exactement ce qu'il a fait sur le premier match où il a été excellent, que ce soit en attaque du cercle, que ce soit pour de distribuer le jeu, mettre en place les systèmes et les exécuter à la perfection. Il a été très très bon et c'est dommage qu'il n'ait pas joué le deuxième match. Euh, on va revenir sur les raisons des absences, notamment pour le voyage à OKC. Mais voilà, pour revenir sur quelques performances individuelles sur ces deux premiers matchs, on va commencer par celle qui fâche le plus, hein, à mon avis, c'est Markkanen. Euh, Défensivement, ça a été encore très très compliqué de sa part. Bon, au premier match, bon, bah, c'était le cas pour tout le monde, donc c'est un peu compliqué, tu vois, d'en sortir un du lot. Mais même au deuxième match, ça a été un petit peu difficile. Il y a eu des séquences où il était aligné en pivot dans un 5 small ball avec Hutchison et Pat Williams ou Hutchison et Otto Porter pour jouer les ailiers. Euh, Même si c'était des courtes séquences, mais c'est vrai qu'il a eu du mal défensivement. Il a pris quelques bons rebonds, ça par contre, tu peux pas lui reprocher qu'il est allé attaquer les rebonds, faire quelques close-out intéressants, mais après sur sa défense en 1 contre 1, et parfois il était en retard au niveau des aides pour la défense collective. C'était un petit peu compliqué, et puis offensivement, il y a eu 2-3 attaques du cercle, notamment au premier match où on s'est dit, ah voilà, c'est ce qu'on veut voir. Mais encore une fois, c'est trop intermittent, c'est par moment, et puis le reste du temps, bah, il reste encore beaucoup trop euh, inactif, tu vois, il est dans son coin, il bouge pas trop, t'as l'impression qu'il appelle pas la balle, il fait pas, il va pas chercher le ballon, quoi, il se tient un peu à l'écart, et puis bah voilà, si jamais la balle ressort sur lui, c'est cool. Mais c'est pas, il va pas chercher ça, il va pas s'impliquer et dire allez filez-moi la balle et se mettre en post-up par exemple et reconnaître les match-ups favorables et les exploiter. C'est pas, il y a pas encore ça. Donc c'est un petit peu frustrant parce que c'est ça qu'on veut voir de Markkanen et c'est trop rare. C'est trop rare. Il y a eu une fois où je crois que c'est dans le deuxième match où il a joué un super pick and roll avec Wendell, il lui a envoyé la balle pour claquer un dunk en alley-oop, c'était très bien. Dans le premier match, il a attaqué 2 fois le cercle, il y a eu un super spin move et il a fini avec un lay-up ou un dunk. Mais c'est trop rare, c'est ce qu'on veut voir, mais c'est encore trop rare. Donc j'espère qu'il va arriver à se libérer un peu plus. C'est vrai que lui, il sort d'une saison où ça a été bah voilà, on lui a dit de rester comme ça, donc peut-être que ça prend encore un peu de temps pour se dire, bon allez, maintenant, faut que je me bouge un peu plus et on compte sur moi pour avoir plus de ballons près du cercle. Donc à moi aussi de me poster près du cercle et d'appeler les ballons. C'est vrai que ça a été encore un peu trop rare à ce niveau-là. Donc, parce que même le fait qu'il ait fait 1 sur 10 au deuxième match,
c'est pas ça qui me dérange, et 0 sur 5 à 3 points, parce que si t'es libre et que t'as ces shoots-là qui sont ouverts, prends-les, surtout que Markkanen est un excellent shooter. C'est pas tant sa maladresse qui m'inquiète, c'est le fait que voilà, tu le vois pas trop aller chercher les paniers qui sont faciles pour lui, quoi. Aller au cercle, profiter des match-ups favorables et les exploiter, ça c'est encore trop rare. Donc on va observer ça sur les deux matchs à OKC, mais c'est vrai que ce sera quelque chose que j'attends de manière beaucoup plus fréquente de sa part pour justifier qu'on lui signe un contrat avant le début de la saison régulière la semaine prochaine. Donc voilà, j'attends encore plus de sa part. Un autre qui m'a un petit peu déçu, oui et non, c'est pas vraiment le mot, parce que tu t'attends à ce qu'il y ait du déchet, parce que bah voilà, c'est nouveau pour lui, c'est Wendell. Euh, Défensivement, par contre, oui, un petit peu déçu, parce qu'il a pas été au niveau de ce qu'on sait qu'il est capable de faire défensivement, notamment en 1 contre 1 où Cousins l'a beaucoup bougé. C'était un petit peu bizarre, et même parfois il s'est fait prendre tu vois, par Nouaba, par des joueurs comme ça tu vois, sur les luttes au rebond, je sais pas, il s'est fait bousculer un peu, et ça m'a semblé assez étrange de sa part. Il était un petit peu, comment dire, pas en- un peu en dilettante, tu vois, pas à 100%, pas totalement à fond sur toutes les actions défensives. Donc ça m'a un petit peu gêné. Et puis offensivement, bah c'est vrai que il y a eu du déchet, mais encore une fois, c'est un peu comme Mark Allen, c'est pas tant sa maladresse au shoot qui m'inquiète, c'est pareil, c'est prendre des shoots il pourrait avoir de meilleurs shoots. Qui prennent des 3 points, ça me dérange pas du tout, parce que on sait que c'est un joueur qui est capable de mettre des 3 points. Mais parfois tu te dis, ben, attaque le cercle, va là-bas, même si, après voilà, le problème avec Carter, c'est que c'est un pivot, mais qui est pas très grand pour jouer pivot. Et donc du coup, ben, face à Cousins, si vous n'avez peut-être pas envie de jouer le 1 contre 1, parce que Cousins, il va le bousculer, il va provoquer un petit peu, etc. Donc je sais pas, peut-être entre guillemets une peur du contact, mais en tout cas c'est vrai qu'il a pris pas mal de shoots extérieurs qui sont pas vraiment dérangeants, parce qu'encore une fois, tu sais qu'il peut les mettre. Mais Mais voilà, c'était un petit peu gênant, parce que tu sais qu'il est capable de faire d'autres choses, et parfois il était un petit peu prisonnier de ce système. Après, c'est nouveau pour lui, là aussi, c'est un joueur qui a très peu joué de ballon l'an dernier, il était presque pas impliqué en attaque, et là Donovan le met dans des systèmes où beaucoup de choses passent par lui. Et Carter l'a dit lui-même, c'est vrai que j'ai beaucoup de décisions à prendre pour que le jeu se mette en place, et je suis pas encore dans cette optique, et avec la capacité de prendre toujours les meilleures décisions. Donc on sait qu'il a un QI basket qui est quand même intéressant, c'est ce qu'il faisait beaucoup quand il était à Duke. Donc après voilà, il n'a pas l'habitude de toucher autant de ballons et de prendre autant de décisions. Donc ça va venir petit à petit, je pense. J'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Alors si c'est encore comme ça au bout de 10-15 matchs de saison régulière, c'est sûr que ce sera forcément embêtant. Mais là pour l'instant, tu t'attends un petit peu à ce qu'il y ait du déchet, ce qui est normal, parce que c'est nouveau. Il n'a pas l'habitude d'avoir autant de ballons qui lui passent dans les mains, et de devoir prendre des décisions. Donc ça viendra avec le temps. Donc pour l'instant, on va être indulgent, mais c'est sûr que si c'est encore comme ça, mi-janvier par exemple, c'est sûr que ça va être assez pénible. Donc voilà, pour l'instant ça va, on peut pardonner en se disant il y a des erreurs, c'est normal, mais il faudra pas que ça traîne trop pour monter en puissance, et que ça devienne un peu plus concis. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes de sa part. Zach LaVine était très très bon. Tu sens qu'il est déjà prêt, qu'il est affûté, qu'il est vraiment déjà à 100%. Il n'a pas eu de soucis physiques pendant la pré-saison, etc. Ce qui est assez rare pour lui. Donc tu vois qu'il est déjà très affûté dans son shooting, dans son placement, dans ses cuts, etc. Il est déjà très bien. Donc pourvu que ça dure, hein, on touche du bois. Otto, j'ai trouvé Otto assez intéressant, même si voilà, avec un temps de jeu limité, notamment au premier match, hein, comme je disais, il n'a pas joué du tout de la deuxième mi-temps. Mais voilà, offensivement, dans ses mouvements, ou même quand il a fallu voilà, se créer son propre shoot, il a été capable de le faire, pas mal de fluidité et tout, c'était intéressant. Euh,
Donc voilà, pourvu que ça dure, tant qu'il reste en bonne santé, il est clairement le titulaire et le meilleur joueur au poste 3, donc il doit jouer. Donc espérons que crescendo, tu vois, il monte un petit peu en termes de minutes. Il a joué 19 minutes au premier match, il en a joué un peu plus au deuxième. Donc voilà, s'il arrive à jouer 25 minutes par match, tu vois, en étant actif des deux côtés du parquet, en prenant quelques bons rebonds, en faisant quelques bonnes passes, et en faisant ce qu'il faut en défense, sans être élite en défense, mais en faisant le taf, moi, ça me va de sa part. D'autant que bah voilà, il va quand même falloir donner du temps de jeu à Pat Williams, qui a été très très bon. Franchement, c'était presque peut-être pas la meilleure chose qu'on a pu observer sur les deux premiers matchs. Encore que, mais c'est vrai que Pat Williams, il a régalé. Euh, une fluidité offensive, un culot. Tu vois que balle en main, il est à l'aise, il est tranquille, il a pas de pression, il se prend pas la tête, il prend les shoots qui viennent à lui, il force rien. Euh, il- Avec un shoot vraiment intéressant en plus, il y a beaucoup de comparaisons qu'on a pu voir sur Twitter ou YouTube avec le shoot de Kawhi Leonard et il y a des similitudes. Alors évidemment, ce sera à travailler par la suite, évidemment, mais tu sens, enfin, dans le geste avec le high release où il shoot très haut, il y a quelque chose. Il y a un truc qui est assez similaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, défensivement, il a fait le taf aussi, même s'il a un petit peu plus souffert au deuxième match. Mais globalement, dans l'ensemble, il a montré de très très bonnes choses. Et voilà, ça laisse vraiment rêveur pour la suite parce que voilà, avec ses qualités athlétiques, avec ses grands bras et ses grandes mains pour gêner les lignes de passe, etc. Pour défendre près du cercle en post-up aussi et tenir physiquement son gars en 1 contre 1, il a été présent. Donc de bonnes choses de la part de Pat Williams, mais celui que je retiens le plus c'est Kobe White. Parce que ben voilà, lui aussi, un petit peu comme Carter, c'est très très nouveau pour lui. Parce que bon, faut quand même se souvenir que l'an dernier, il avait un rôle de scoreur fou en sortie de banc où c'est lui qui rentrait et qui prenait les shoots. Et maintenant, il est titulaire et c'est lui qui doit créer pour les autres. Donc c'est quand même des rôles extrêmement opposés. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal pour un joueur qui ben, apprend encore ce poste, hein, un poste qui est, comme on le dit souvent, le poste le plus compliqué à apprendre dans la ligue, le poste de meneur de jeu, gestionnaire qui met tout en place. Et évidemment, il y a eu forcément des moments où c'était un petit peu plus compliqué, il y a eu du déchet, mais encore une fois, c'est normal, c'est l'apprentissage, ça vient. Et un peu comme Wendell, si c'est comme ça encore mi-janvier, tu pourras te poser des questions. Mais là, non, il y a quand même eu des choses très très positives de sa part, où il a exécuté de super pick and roll, où il a vraiment eu une belle vision du jeu pour attaquer le cercle et ressortir la balle si c'était bloqué, il trouvait le shoot démarqué à l'opposé. Il a vraiment montré de très très bonnes choses dans sa gestion du jeu, euh, dans son intelligence, dans sa vision. Il y a vraiment déjà des progrès qui sont assez significatifs par rapport à l'an dernier. Et enfin, en tout cas sur le début de la saison dernière, parce qu'on avait déjà noté sur la fin de saison dernière, hein, je me rappelle, on avait déjà parlé de ça. euh, Après le All-Star Game, quand il enchaînait les matchs à 26, 28, 30, 33, 35 points, genre les 10 derniers matchs de la saison régulière avant la coupure, j'avais déjà souligné son playmaking qui devenait meilleur au fil des matchs, où il trouvait des bonnes passes également, il était plus impliqué à ce niveau-là. Et là, c'est dans la continuité de ça, où il a vraiment montré de très très bonnes choses à ce niveau, donc à confirmer pour la suite. Parce que c'est vraiment, vraiment, voilà, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup compter cette saison, hein, ce que Kobe White va être capable de nous montrer en termes de playmaking. Et, et sur ce qu'on a vu sur ces deux matchs, il y a de quoi être optimiste. Donc voilà, ça prend forme, mais de belle manière, et la progression est déjà très, très, très intéressante. Donc on va continuer de suivre ça sur ces deux matchs à OKC. Où il n'y aura pas Noah Vonleh qui a été testé positif au Covid et qui a été coupé par les Bulls dans la foulée. C'est pas, les deux news ne sont pas liés, hein. De toute façon, on savait que Vonleh, malgré une très bonne première sortie lors du premier match contre Houston, où il était excellent dans le garbage time, où c'était tous les ballons passaient par lui, pratiquement il prenait tous les rebonds, il était en défense, il prenait les shoots, il était absolument partout, en disant filez-moi un contrat, et puis au final, 2 jours après, il est testé positif au Covid et il est coupé, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense qu'il a la capacité de se trouver un spot dans une équipe assez aisément. Euh,
Mais voilà, au niveau des autres absences, donc Satoransky, ils ont appris juste avant le match 2 contre Houston qui devait rentrer chez lui. Il était à la salle, il était en train de se préparer et puis ils lui ont dit non, tu peux pas participer à ce match. Parce que en fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer. La raison donnée par la Ligue, c'est excuse absence, donc en français les absences excusées, et c'est le terme utilisé par la Ligue pour tout ce qui est protocole Covid. Alors ça ne veut pas dire que le joueur a été testé positif au Covid forcément, c'était le cas pour Vanley, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas pour Satoransky et pour les autres joueurs qui ont eu ça, comme Luke Cornett, qui lui par contre a fait le voyage à OKC. Mais ça englobe un petit peu tout. Ça veut dire que par exemple le joueur a fait un test qui a été pas conclusif, donc peut-être un faux positif ou un truc où tu te dis on va en refaire un test histoire d'être sûr parce que celui-là il est pas très concluant. Ou ça peut être un membre de la famille du joueur qui a été testé positif au Covid et comme le joueur a été en contact avec, du coup il y a d'autres tests qui doivent être faits. Donc voilà, il y a beaucoup de nuances comme ça, donc c'est un petit peu compliqué. On va galérer toute la saison comme ça avec les annonces Covid, positif, pas concluant, etc. Ça va être le bordel toute l'année. Donc on va suivre ça. Donc il y a 6 joueurs qui n'ont pas fait le déplacement à OKC, à savoir les deux Toué, Adam Mokoka et Dodson, qui Dodson lui il avait joué le premier match, le garbage time contre Houston, il n'avait pas joué le deuxième. Donc ces deux joueurs-là, Satoransky, Tadeusz Young donc qui est toujours blessé, Garrett Temple qui n'a pas encore rejoint les entraînements collectifs, et même chose pour Denzel Valentine qui a toujours sa blessure aux ischio-jambiers et qui a pas qui s'entraîne de son côté mais qui s'entraîne pas avec le groupe et qui a donc pas fait le déplacement. Donc voilà, ces joueurs-là ne vont pas participer du tout à la pré-saison, hein. Valentine, Temple et Tadeusz Young n'auront pas joué une seule minute. Donc à voir comment ils vont intégrer la rotation ensuite dans la saison régulière au fil des matchs avec l'opening night mercredi prochain contre Atlanta pour nous. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau de toutes ces situations Covid, tests positifs, etc. Donc en espérant qu'il n'y en ait pas plus que ça, on devrait avoir une douzaine de joueurs disponibles pour le match de ce soir, dont Felicio qui a joué contre Houston au deuxième match avec son collier absolument dégueulasse. Là, va falloir faire quelque chose, hein, Chris, sans déconner. Ça par contre, ça peut pas le faire. Mais enfin bref, voilà. Toujours est-il que on va suivre ces deux matchs à OKC avec, j'imagine, que les titulaires et les principales rotations que vont être donc Archidiakono, vu que Satoransky joue pas, Pat Williams, Daniel Gafford qui était très bon. Je vais pas parler de lui, mais il a été très très bon sur ces deux matchs. Il m'a beaucoup plu. C'est du Gafford, il a fait du Gafford, mais voilà, c'est du kiff de voir ce joueur. Mais voilà, ça va être ces rotations-là. Je pense qu'on va avoir plus de minutes pour ces joueurs-là sur les deux matchs à venir face à OKC. Sûrement une vidéo ce week-end pour reparler de ces deux matchs-là. Et puis il y aura aussi, entre-temps, je pense, je vais essayer de faire une vidéo pour terminer l'histoire des Bulls, faire une transition avec les 3 dernières saisons qu'on a vécues et ce qui s'apprête à arriver pour nous pour le futur. Et puis il y aura la preview que je vais essayer de mettre en place lundi ou mardi, enfin en tout cas avant la reprise de la saison. Donc voilà, pas mal de vidéos à venir dans les prochains jours, donc soyez là. Et puis live tweet ce soir, il y avait du monde sur les deux premiers, donc espérons que ça continue comme ça. Et live tweet également pour le match 4 dans la nuit de vendredi à samedi, live tweet aussi pour le début de la saison régulière. Et puis voilà, on continue de se voir régulièrement pour parler de tout ça. Donc d'ici la prochaine vidéo, le prochain live tweet, à très bientôt, portez-vous bien. Go Bulls.